Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet hebdo. Ce week-end, ce sont les journées européennes des métiers d'art, comme Maude qui est derrière moi, qui est tapissière en siège et en décoration. On va découvrir ça tout de suite. Je suis avec Christophe Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est et de la Chambre départementale des Vosges. Nous sommes ici à Port-Sud dans l'atelier de Maude Giraud qu'on rencontrera dans un instant, qui est en train de travailler juste devant nous, justement parce que ce sont les journées européennes des métiers d'art. Dites-nous un petit peu en quoi ça consiste. C'est un niveau national, même européen, je crois, les journées européennes, hein, d'où le nom. Donc c'est pour pouvoir mettre en valeur donc, les artisans de métiers d'art. Et donc c'est tout à fait particulier. Je crois que les Vosges sont très prenantes là-dessus, puisqu'on a à peu près 80, une petite centaine d'artisans métiers d'art reconnus et inscrits au répertoire des métiers. Et cette année, c'est le Grand Est qui est mis à l'honneur. Donc là, on a toute notre importance ce week-end. Il faut montrer ce qu'on sait faire, c'est ça? Exactement. Je crois que les Vosges ont tout l'intérêt là-dessus. J'étais dans la semaine sur Strasbourg, qui est donc sur du Grand Est. On a quelques ateliers qui ouvrent, un certain nombre. Sur les Vosges, on en a aussi. On a une grosse particularité, c'est qu'on est bien inscrit dans les métiers d'art sur l'excellence de l'artisanat. Et justement, quelles sont les filières qui représentent vraiment notre savoir-faire dans les Vosges? Il y en a quelques-unes quand même. Il y en a quelques-unes. Déjà ici, on a la tapisserie, bien sûr, le mobilier sur le siège qui est sur l'Ifol-le-Grand, la qualité excellente de l'ébénisterie aussi qui est sur le côté de Neufchâteau. On a une grosse activité, une grosse partie de formation sur les métiers de la pierre au lycée Camille Claudel à Remiremont, et puis certainement bien d'autres. La lutherie notamment, il y a la lutherie bien sûr à Mirecourt, donc qui est quand même très très importante là-dessus et qu'il ne faut surtout pas oublier. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un regain de tous ces métiers de l'artisanat, de l'artisanat d'art notamment, qui se sont peut-être perdus? C'est souvent des vieux métiers qui reviennent aujourd'hui, c'est ça? Je ne sais pas s'ils se sont perdus, c'est peut-être qu'il y a quelques vocations qui se font, et puis c'est justement ces journées européennes des métiers d'art avec l'ouverture des ateliers qui peuvent peut-être faire des vocations. Donc on est plutôt sur une mouvance de création aujourd'hui, ce qui est plutôt bon. Et donc la difficulté, enfin c'est pas forcément une difficulté, c'est que quand on s'inscrit en tant qu'artisan dans les métiers d'art, il faut absolument rentrer dans l'excellence. Je dis toujours et je le rappelle, il ne faut pas confondre métier d'art et loisirs créatifs, c'est pas du tout la même chose. Mais ce sont des métiers en tout cas qui évoluent parce que les attentes des clients évoluent aussi. C'est plus forcément les métiers qu'on pratiquait autrefois, on le fait différemment. Oui, je pense qu'il y a une évolution aussi, puisque moi je pense aujourd'hui qu'un matériau qui était traditionnellement pour de la construction, aujourd'hui rentre dans de l'habitat avec des finitions différentes, et on voit que de la ferraille peut être un objet décoratif, par exemple. On va le voir d'ailleurs en troisième séquence d'émission. Voilà. Il y a pas quand je dis ferraille, il n'y a rien de péjoratif. Mais, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on voit que les matériaux évoluent et rentrent dans de l'artistique, dans de l'objet d'art. Très bien. Donc c'est plutôt une bonne chose, et c'est aussi l'occasion donc de faire ramener un autre matériau, de le démocratiser. Merci Christophe Richard d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans notre émission l'hebdo et on va partir, puisqu'on parlait de lutherie, du côté de Mirecourt où on découvre le métier de facteur d'orgue, un métier qui a presque disparu. On regarde et on se retrouve juste après. L'oreille attentive et outils à la main, ils cherchent la note juste. Sébastien et Paul sont facteurs d'orgue et ce mercredi, comme tous les ans, ils travaillent à la Maison de la musique mécanique de Mirecourt. Leur métier, fabriquer et prendre soin des pianos, boîtes à musique et autres automatophones, des instruments anciens, parfois plus que centenaires, comme cet orgue fabriqué en 1880. On a ici des pompes
qui gonfle un cinquième soufflet qui sert comme réserve d'air. Et quand on a un instrument comme ça pour la première fois, toutes ces cuirs qui datent d'il y a plus de 100 ans, c'est cuit, c'est mort. Donc on fait d'abord une restauration complète, on remplace tous les cuirs, on désoxyde tout, on nettoie tout, on traite contre les parasites xylophages, etc. Et après, une fois que l'instrument est restauré, là on rentre dans le cadre d'un entretien régulier. Ça s'appelle un piano reproducteur. En fait, il jouait des rouleaux de piano enregistrés et reproduisait exactement le jeu du pianiste. Le nombre de facteurs d'orgue mécaniques en France se compte sur les doigts d'une main. Et si Sébastien est dans le métier depuis plus de 30 ans, Paul, lui, commence à peine. En apprentissage depuis 6 mois, il se forme à la seule école de facture d'orgue de France, située à Échaud, près de Strasbourg. On est 15 sur les 3 années. Il faut vraiment tomber dessus ou être passionné pour aimer ça, parce que c'est vraiment un métier de passion. Moi, je suis tombé là-dedans parce que je cherchais à faire un stage de menuiserie chez le voisin. Et le voisin, il était facteur d'orgue de Barbarie. Et du coup, je me suis passionné pour le métier et je lui ai demandé de me prendre en apprentissage. Il faut de nombreux passionnés pour faire vivre la musique mécanique. Ce collectionneur vosgien, par exemple, prête régulièrement ses objets au musée. En 10 ans, une trentaine de ses instruments variés ont été exposés ici. C'est la nostalgie quand même des airs d'autrefois. Et puis, on a envie de partager un petit peu ce qu'on a trouvé, surtout que maintenant, les gens ne connaissent plus ces instruments-là. On n'en voit plus nulle part, on n'en voit plus dans les brocantes. Donc, les jeunes, entre guillemets, ne savent même pas que ça existe. On va découvrir des instruments donc fabriqués à Mirecourt. On a l'univers de la fête foraine, de la chanson des rues, plutôt parisienne. Et après, une ouverture totale sur les instruments du monde entier, des pianos mécaniques, des boîtes à musique, des grands orgues de danse, qui avaient la particularité d'attirer la foule. La maison de la musique mécanique de Mirecourt accueille d'ailleurs de plus en plus de visiteurs, souvent des fidèles. Elle a enregistré 2600 entrées sur les quelques mois d'ouverture de 2021. Le musée fête cette année ses 25 ans. Je vous retrouve, Maud Giraud, bonjour. Bonjour. Vous voyez travailler derrière nous. On est de retour dans votre atelier à Porcieux. Vous êtes tapissière en siège et en décoration. C'est ça. Et ça fait quelques années, finalement, que vous avez décidé de faire un revirement dans votre carrière professionnelle. C'est ça, c'était pas du tout ce que vous faisiez avant. C'était pas du tout ce que je faisais avant. Je faisais un métier plutôt administratif, on va dire, et dans lequel je m'épanouissais pas. Du coup, j'ai fait une reconversion et je me suis dirigée vers la tapisserie d'ameublement. Alors, il y a des formations qui existent pour ça, notamment dans notre département, on a un certain savoir-faire. Qu'est-ce que vous avez fait comme cursus alors ? Alors, du coup, je suis via le Greta de Neufchâteau. J'ai passé un CAP tapisserie d'ameublement en siège en 2017. Et j'ai continué avec un CAP tapisserie d'ameublement en décor en 2018. Et aujourd'hui, donc, finalement, votre métier, très concrètement, c'est de faire de la restauration aussi de sièges. Bon, vous en créez aussi par ailleurs. Vous faites vraiment une petite activité de création, plutôt de la restauration. C'est plutôt de la restauration. L'idée, c'est quoi ? C'est que les gens viennent vous déposer des sièges qui sont en mauvais état et vous les remettez à neuf ou presque. C'est exactement ça, en fait. En fait, les clients m'amènent leurs sièges ou je me déplace à leur domicile. Et en fonction de l'état, si on doit changer la garniture ou si c'est juste un remplacement de tissu, je les conseille sur les travaux à faire pour donner une deuxième vie à leur siège. Alors là, par exemple, on vous voyait tout à l'heure travailler. Alors, on va peut-être pas revenir sur toutes les étapes parce qu'il y en a un certain nombre, si j'ai bien compris. Oui. mais globalement, dans les grandes lignes, comment ça se passe quand on remet à neuf un siège comme ça ? Alors, sur une réfection traditionnelle, on a d'abord le sanglage. Ensuite, on vient mettre les ressorts qu'on vient coudre aux sangles. On vient guinder les ressorts avec de la corde à guinder pour les mettre à la bonne hauteur. Ensuite, on vient mettre une toile de jute, du crin végétal qu'on vient ensuite piquer pour donner la forme du siège. Ok.
Et ensuite, du crin animal, toile blanche, ouate, puis le tissu pour finir. Pour le moelleux de la cise, quoi. C'est ça. Et finalement, est-ce que les gens aujourd'hui, c'est quoi les phénomènes de mode? Est-ce qu'on veut rester plutôt dans du traditionnel? Est-ce qu'on a envie de finalement redynamiser un petit peu les objets, leur donner une touche moderne? En ce qui me concerne, je dirais que mes clients restent plutôt dans du classique. On ne veut pas dénaturer l'objet, en gros. Ils ont toujours peur qu'ils se lassent. Ils ont peur de se lasser, en fait, du nouveau tissu. Donc, on reste dans du classique, de l'uni, du faux uni. Et vous faites tout type de siège, alors, hein, c'est ça? Ça peut aller du canapé au tabouret. De la petite chaise jusqu'au canapé, des têtes de lit. Il y en a des pièces un petit peu peut-être plus difficiles à effectuer que d'autres. Alors oui, les fauteuils Voltaire et les fauteuils Crapaud sont un peu plus compliqués. Un peu techniques. Un peu plus techniques, oui. Mais bon, on s'en sort. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier-là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appréciez dans tout ce travail manuel? En fait, j'adore la réflexion traditionnelle en crin, parce que justement le toucher de la matière, de pouvoir sculpter... donner la forme de la garniture en fonction de la forme du siège. Oui, ça me plaît, c'est quelque chose qui... Aucun regret sur la reconversion. Aucun regret. Et aujourd'hui, l'idée, pendant ce week-end des Journées européennes des métiers d'art, c'est aussi peut-être de transmettre cette vocation. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer aux gens qui vont venir vous voir? Déjà, j'ai envie de leur faire découvrir le métier de tapissier, ce qu'on trouve à l'intérieur d'un siège, du temps qu'on peut passer... Et oui, pourquoi pas donner envie à d'autres de tenter l'aventure de la tapisserie. Comme vous. Voilà. Merci Maud Giraud d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission avant de nous retrouver du côté de Mossou. Et on va parler du métier de vitrailliste, qui est aussi un métier d'art à découvrir. Et on se retrouve juste après. Ce bruit de la lame qui crisse sur le verre, on appelle cela le chant du cygne. Claire Henry a commencé dans le métier en 1981 dans l'atelier familial, s'est perfectionnée auprès d'artisans de renom, de maîtres verriers de l'école du vitrail d'Andrieux en région parisienne. Elle est vitrailliste depuis 40 ans et passionnée par ce métier qui illumine ses journées. Quand on fait une restauration, tout d'un coup on a un rayon de soleil et traverse le vitrail et hop, sur le mur on a des teintes qui s'affichent. Un nuage, ça disparaît. C'est le temps suspendu. Installée dans la commune de La Voivre, l'artisane verrière, créatrice mais aussi restauratrice, fait partie de ces passeurs de mémoire inscrites dans des vitraux qui ont souvent plusieurs siècles et qu'il faut entretenir selon des techniques très précises datant du XIIe siècle et qui ont fort peu évolué. Il y a eu quelques améliorations techniques dans la fabrication du verre, dans les coupes de verre, la fabrication du plomb, mais le geste en lui-même il reste quand même quasiment le même. Quand on regarde le Christ de Wissembourg qui a 12 siècles, et aujourd'hui les gestes sont quasiment les mêmes. Des particuliers, des collectivités, l'évêché également sont ses clients réguliers, essentiellement du Grand Est. Comme de nombreux artisans d'art, Claire a vu la crise sanitaire bouleverser sa profession, l'annulation des différents salons auxquels elle participe en temps normal. Difficile alors d'être encore visible du grand public et donc de clients potentiels. Restent les réseaux sociaux. Je vous invite à aller visiter notre Facebook où j'ai mis la dernière petite vidéo qui explique que les gestes, sentir, toucher, voir, entendre, sont toutes des choses qu'on n'explique pas, qu'on ne trouve pas dans des livres, parce que voilà, on ne le vit pas. Financièrement aussi, c'est compliqué. À court terme, on vit encore beaucoup avec d'anciens chantiers qui ont été chiffrés, qui sont validés. Mais je pense que oui, tous les particuliers, je pense surtout aux particuliers qui ne nous voient pas, qui ne nous entendent pas, qui se demandent si on sera encore vivant. Et oui, on est encore vivant. Je suis avec Francis Pierre, nous sommes partis du côté de Mossou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sculpteur forgeron d'art à Mossou ici et cette passion-là, vous la nourrissez depuis 20 ans déjà, c'est ça? Tout à fait, oui. Je travaillais le métal même bien avant,
mais la forge est venue compléter mes connaissances en soudure ou en métallerie, compléter agréablement et surtout très, très artistiquement parlant, un vrai complément. C'est une activité dont vous avez décidé de vivre depuis quelques années. Vous êtes devenu professionnel, c'est ça? Exactement, depuis 2 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier. C'était une passion que je partageais déjà dans le cadre d'une association, où j'animais déjà des stages, je faisais déjà des expositions. Mais le faire à plein temps a été une reconversion plutôt bénéfique. Et vous vous êtes formé aussi notamment à l'étranger beaucoup, hein? Oui, beaucoup. Alors j'ai principalement en Belgique, où j'ai travaillé avec un maître forgeron qui avait fait son apprentissage en République tchèque auprès d'Alfred Haberman. Alfred Haberman, c'est quelqu'un qui est mort en 2007, mais qui a été le renouveau de la forge contemporaine mondiale. Et donc je suis allé souvent en République tchèque. Et puis j'ai fait beaucoup de stages en France, des stages de coutellerie, des stages de soudure au feu. Et puis chaque fois que j'ai visité un pays étranger, je suis allé rencontrer des forgerons, voir leurs outils, voir comment ils travaillent. C'est ce que font les passionnés, il paraît, hein, dès qu'ils voyagent. Exactement, oui. Oui, puis il y a une communauté de forgerons. Je crois qu'il y a des réseaux, on se rencontre, on se connaît, on se voit régulièrement sur des manifestations. C'est un métier qui était très très répandu à l'époque. Aujourd'hui, vous n'êtes plus très nombreux, hein, il me semble, dans les Vosges. On n'est plus très nombreux, mais on est plus nombreux qu'il y a 10 ans. Je crois aujourd'hui on est 3 officiellement inscrits forgerons à la Chambre des métiers. Il y a aussi énormément de hobbyistes, d'amateurs, et beaucoup de couteliers. Tous n'en font pas leur métier, mais vous faites pas de couteau, par exemple? J'en fais peu. J'en fais faire à mes stagiaires qui le souhaitent. J'en ai fait, j'ai fait des stages, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas mon cœur de métier, c'est pas un objet qui me parle énormément. Aujourd'hui, comment se répartit votre activité? Vous faites des objets d'art, vous faites des structures plus importantes, mais aussi de la formation, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça se répartit vraiment, hein, un tiers donc de pièces comme vous voyez autour de vous, des sculptures que je vends dans les expositions. Un tiers, c'est l'animation des stages. Et le dernier tiers, c'est je réponds à des commandes. Là, actuellement, je travaille sur une pergola, par exemple. Donc aujourd'hui, vous avez ouvert votre atelier. On va peut-être s'approcher un petit peu de votre forge. Vous avez reçu pas mal de visiteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire découvrir? Ma passion, d'une part, mais aussi leur donner envie de créer par eux-mêmes, de fabriquer, de modifier. On peut, voilà, c'est ça l'objectif de ma porte ouverte aujourd'hui. Et puis éventuellement me faire connaître en tant que pour les stages et pour la fabrication sur commande. Justement, vous avez remarqué un regain d'attractivité pour cette technique de forge ces dernières années. Les gens ont envie de venir se former aussi bien en amateur que des fois pour devenir professionnel eux aussi, c'est ça? Complètement, oui. C'est clair qu'il y a une demande où les gens ont envie d'apprendre à faire eux-mêmes. Il y a aussi l'idée de recycler du métal. Je disais, j'ai appris en République tchèque parce qu'en République tchèque, jusqu'en 89, c'était relativement fermé. Et eux ont maintenu le savoir et les connaissances et l'outillage parce qu'ils récupéraient tout ce qui se trouvait. Donc aujourd'hui, le métal se recycle quasiment à l'infini. Et donc, remodifier la forme d'une pièce, modifier ou construire quelque chose, c'est tout à fait dans l'air du temps. Et ça me correspond et ça me convient bien. Donc, il y a un regain, oui. Il y a aussi une volonté d'acquérir des choses plus authentiques, plus locales, plus durables. Artisanales aussi. Voilà. Oui. Très bien. Donc oui, ça se maintient ou voire ça va se développer. Très bien, merci beaucoup Francis Pierre d'avoir répondu à nos questions. On peut découvrir une de vos expositions prochainement, si je ne dis pas de bêtises. Le 22 avril au Bailly, à la Maison des Vosges du Bailly. à Épinal, pour une semaine. Très bien, donc si ça vous intéresse, vous savez où aller. Merci, voilà. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Comment réhabiliter la maison paroissiale Élisabeth à Thaon-les-Vosges? C'est la question que se sont posées la mairie, la communauté d'agglomération d'Épinal, le département et le bailleur social Vosgelis. Tous ont signé ce vendredi une convention avec l'établissement public foncier du Grand Est qui planchera durant plus de 6 mois sur ce projet afin d'étudier les différentes possibilités de réaménagement du bâtiment. Des locaux, propriété de la centrale catholique de Thaon de près de 600 mètres carrés,
sur 3 étages, dont cette chapelle sur ces images, qui hébergeait des religieux jusque dans les années 60. Depuis désacralisée, cette maison demeure en grande partie inexploitée. Un autre avenir est donc envisagé pour ces lieux dans la logique de reconquête du bâti en centre-ville. Une partie sera dédiée à des logements, pour le reste, c'est l'étude qui le définira. Une chose est sûre, tout sera mis en œuvre pour conserver au maximum le patrimoine. Où l'on reparle de Locapi Vosges, cette plateforme numérique et solidaire créée en plein confinement et qui permettait, grâce au principe du click and collect, de mettre en relation les habitants et les commerçants, artisans et producteurs, en offrant à ces derniers un peu plus de visibilité sur Internet. Locapi poursuit son petit bonhomme de chemin puisqu'elle enregistre près de 5200 visites mensuelles et que près d'1 millier de professionnels y sont désormais référencés. Pour continuer à s'améliorer, la plateforme proposait d'ailleurs récemment un petit moment d'échange au quai Alpha à Épinal. Nouveauté, si le click and collect fonctionne toujours, l'utilisateur peut désormais commander et recevoir à domicile ses produits. L'ensemble orchestral à géométrie variable La Belle Image sera en concert le 21 mai prochain à l'auditorium de la Louvière à Épinal. L'un des 9 rendez-vous en fait fixés par l'équipe du Floréal Musical qui aura lieu du 29 avril au 25 mai prochain. Une 39e édition d'autant plus attendue par les mélomanes que la pandémie avait entraîné l'annulation de toutes les dates il y a 2 ans et malmené le festival 2021. Le Floréal, une fois de plus, se décentralise pour toucher un maximum de public et à noter que les concerts d'ouverture et de clôture, respectivement au Toli et au Val d'Ajol, seront gratuits. Programme complet à retrouver sur le site internet du Floréal Musical d'Épinal. Quelques images de l'exposition actuelle à la galerie du Bailly à Épinal pour refermer ces infos de la semaine. 90 photos exposées en duo pour répondre à la thématique du diptyque, des œuvres produites par une trentaine de photographes amateurs de l'association spinalienne Noir et Couleur. Une exposition où se mêlent animaux, paysages et végétaux à découvrir jusqu'au 6 avril prochain, avant peut-être de repartir avec l'une de ces photographies suite au tirage au sort proposé par l'association. Voilà, l'hebdo c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais les journées européennes des métiers d'art, elles continuent jusqu'à dimanche 19h. Vous pouvez venir découvrir l'atelier de Maud à Porcieux ou celui de Francis à Mossou et encore bien d'autres. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.